Presque 10h20 sur LCI, bienvenue si vous nous rejoignez. Législative en France, dernière ligne droite et cette question: faut-il laisser les clés de l'Assemblée à Emmanuel Macron? Les élus de La République En Marche pourraient arriver en nombre à l'Assemblée. Quelles seraient les conséquences de cette majorité absolue? Alors ça, c'est pour la France, mais on va aussi parler du Royaume-Uni. Lendemain d'élection et Theresa May qui perd la majorité absolue. La première ministre britannique doit s'exprimer à 11h, heure française, allocution que vous pourrez suivre en direct sur LCI. Mais avant, on va donc s'interroger sur les conséquences de ce résultat pour nous Français et Européens. Et pour en parler avec nous en plateau, Adrien Ginde, chef entre autres du service politique de LCI, Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise, et Christian Roudeau, journaliste et écrivain, ancien correspondant à Londres pour Radio France, et aujourd'hui vous écrivez pour M, le magazine du Monde. Merci à tous les trois d'être là. Et justement, on va partir tout de suite à Londres, où on va rejoindre notre envoyé spécial Magali Barthez. Magali, on attend donc d'ici 1 heure la prise de parole de Theresa May. Absolument, avec une question sur toutes les lèvres ici devant Westminster. Theresa May va-t-elle démissionner? Elle n'en a pas l'intention, c'est ce que croit savoir la chaîne de télévision Sky News. D'autres analystes politiques disent, eux, que la situation est maintenant intenable pour Theresa May après ce coup de poker raté, ce fiasco électoral. Ses adversaires politiques, à commencer par le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn, l'appelle à jeter l'éponge sur les plateaux télé. On entend aussi maintenant des députés de son propre camp, des députés conservateurs, critiquer sa campagne ratée, critiquer aussi son choix de convoquer ces élections législatives anticipées avec plus de 3 ans d'avance sur le calendrier électoral. On sent que les couteaux s'aiguisent en coulisses, que l'heure du grand règlement de compte ne va pas tarder à commencer. Une trentaine de sièges en plus pour les travaillistes, justement, on en parle de ces travaillistes qui réclament la démission ce matin de Theresa May. C'est une vraie victoire ou une victoire quand même relative pour Jeremy Corbyn, Magali? C'est une résurrection, en fait, pour Jeremy Corbyn, qu'on disait fini politiquement il y a 1 an après le Brexit et qui a vraiment créé la surprise en permettant aux travaillistes d'obtenir plus de sièges, plus de députés que ce qu'ils avaient aujourd'hui jusqu'ici au Parlement de Westminster. Tout le monde s'accorde à dire qu'il a fait une excellente campagne, une campagne de proximité sociale, une campagne très à gauche où il a notamment promis la fin de la rigueur budgétaire, la gratuité des frais d'inscription à l'université. Ça lui a permis notamment de mobiliser une grande partie de la jeunesse britannique qui a largement participé hier à ce scrutin. Alors oui, c'est vraiment le grand vainqueur de ce scrutin, surtout qu'il n'est pas aujourd'hui totalement exclu qu'il puisse s'installer à Downing Street. Les conservateurs qui sont arrivés en tête vont tenter de former une coalition, de trouver un parti avec lequel s'allier. Mais imaginons qu'il n'y arrive pas, alors Jeremy Corbyn aura sa chance et alors on peut envisager une coalition entre les travaillistes, les Écossais, les Irlandais, les écologistes. Vous le comprenez, le Royaume-Uni vient d'entrer dans une ère de totale incertitude politique. Merci Magali Barthez et Hélène Bonnet en direct de Londres. Christian Roudeau, on parle d'un échec ce matin. En quoi vraiment c'est un échec pour reposer un petit peu le contexte pour Theresa May? Pour reposer le contexte, on se souvient que Theresa May voulait renforcer sa majorité. Elle visait 50, 60, voire 100 sièges de plus à la Chambre des communes. Et elle se retrouve avec une majorité relative, diminuée les chiffres, c'est actuellement 12 sièges de moins. Et elle pensait surtout que c'était un boulevard face à Jeremy Corbyn, qui était vu comme un candidat très faible. C'est, je dirais, la défaite de l'arrogance. Même si je dirais concernant Jeremy Corbyn, certes, il a fait perdre Theresa May, mais il n'a pas gagné. Il reste quand même en deuxième position. De victoire relative, tout à fait. Magali pondérer tout ça. Parle d'incertitude, de période d'incertitude politique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, on va le savoir dans quelques minutes peut-être, je ne sais pas. Est-ce que Theresa May est en position, est-ce qu'elle a la volonté de vouloir rester? Apparemment, elle l'a. Mais est-ce qu'elle sera en position de rester au pouvoir, sachant que ça va tanguer quand même dans le parti des Tories? Maintenant, la logique constitutionnelle voudrait que la reine va l'appeler à constituer un gouvernement forte de sa
majorité diminuée. Maintenant, si elle-même jette l'éponge, il faut en faire appel à Jeremy Corbyn, comme le disait très bien votre correspondante, il faudrait que ce soit la gauche qui constitue une majorité un peu faite de briques et de brocs. Raquel Garrido, c'est un espoir, un nouvel espoir pour la gauche, quand même, ce résultat d'élection? Je trouve que c'est l'espoir pour une certaine façon de faire de la politique, qui est en fait cette lignée autour de Bernie Sanders aux États-Unis, Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, et maintenant Jeremy Corbyn. Pourquoi? Parce que dans les trois cas, ces mouvements n'ont pas latéralisé la vie politique avec des mots classiques, comme dans le cas de Bernie Sanders, Democrats contre Republicans, c'était plutôt 99% contre 1%. Jeremy Corbyn, c'était pas la lutte classique entre le Labour contre les Tories, c'était for the many. Tout le monde, en fait. The many, les plus nombreux, et not the few, c'est-à-dire pas les peu. Et ce peu, on retrouve étymologiquement le sens de oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement des peu. Et cette façon de voir le monde entre, d'un côté, une petite oligarchie politico-financière et d'autre côté, finalement, la grande masse, elle permet de générer des grandes majorités, des majorités bien plus amples que simplement gauche, qui est un mot qui, finalement, signifie peu de choses pour beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement. Il y a beaucoup de courants dans la gauche. Voilà. Et Jeremy Corbyn, donc ça, premier point, il l'a très bien réalisé. Deuxième chose, il a à dessein visé aussi l'électorat dans la jeunesse, avec des modalités de campagne également nouvelles. Et là, je ne peux que me flatter du fait qu'il ait copié, il l'a dit, il a avoué qu'il s'est inspiré du jeu vidéo que nous avions fait avec Jean-Luc Mélenchon, Fiscal Combat. Et il avait d'ailleurs remercié officiellement le Discord Insoumis, qui est donc ces geeks qui ont fabriqué ce jeu vidéo. Voilà. Et puis à côté de ça, évidemment, bien entendu, une campagne axée sur des questions très concrètes de droits sociaux, la santé, toutes les choses au quotidien qui font que ce monde oligarchique, il nous empêche de vivre tout simplement au quotidien. Les droits universitaires aussi, la suppression des droits universitaires qui lui a fait gagner beaucoup de voix chez les jeunes. Ça, c'est l'élément un petit peu Bernie Sanders. C'est comme Bernie Sanders. Ce sont deux pays, l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui annoncent ce que voudrait faire en fait le gouvernement Macron, c'est-à-dire une privatisation de plus en plus forte de l'enseignement supérieur, avec un phénomène où les étudiants doivent faire des emprunts. Et donc, ils se retrouvent à devoir investir des sommes pharaoniques juste pour étudier. Et l'idée toute simple qui est de dire, dans une société riche, on doit pouvoir étudier gratuitement parce que tout le monde y gagne, en fait, au fait qu'il y a un niveau élevé d'éducation. Ça, c'est quelque chose qu'avait mis sur la table Bernie Sanders et Jeremy Corbyn. Et évidemment, nous, en France, là, on est dans une position plus en défense parce que ça existe pour l'instant encore, même si de plus en plus, les frais de scolarité pour l'université augmentent. Il y a des branches de privatisation. Mais clairement, dans la vie active avec un prêt déjà remboursé. Voilà, mais clairement, l'inspiration d'Emmanuel Macron et d'En Marche, c'est du côté de Londres. D'ailleurs, qui a nommé Emmanuel Macron pour être ambassadeur à Londres? Jouyet. C'est-à-dire Jouyet, aujourd'hui, c'est l'homme de Macron, c'est son mentor, en fait, en politique. C'est lui qui va être à Londres. Donc, il y a un axe entre la City et l'Élysée français dont il faut absolument se méfier. Est-ce que plus généralement, Adrien, ce résultat d'élection est aussi un peu ça montre le recul d'un populisme. Alors même si Theresa May n'est pas populiste, mais on le voit en effet dans ce résultat quand même d'élection. Est-ce qu'on peut le dire ? La première leçon, c'est que si on ne l'a pas encore compris, tout est possible en démocratie et qu'il ne faut jamais préjuger. Sauf que encore ces derniers jours, on entendait certains politiques, en Grande-Bretagne y compris, dire qu'il n'y avait pas réellement de doute sur la capacité de Theresa May à se maintenir et à se maintenir dans de bonnes conditions. Le fait est que ce n'est pas le cas et que c'est encore une configuration plus inattendue que prévue parce que ce n'est même pas l'alternance avec Jeremy Corbyn, c'est une majorité relative qui complique encore la donne. Et puis il y a un autre élément, c'est qu'on peut en tirer des leçons sur la France, mais pas aller aussi loin qu'on le voudrait ou qu'on le pourrait. Pourquoi ? Parce que on sort, nous, d'une présidentielle où Emmanuel Macron l'a emporté. On va aborder une deuxième élection là, mais on ne peut pas considérer qu'il y a un chamboule-tout international sans garder en tête qu'on vient d'avoir une présidentielle. Exactement. Et là, on rejoint votre question sur ces populismes, effectivement. Là encore, ça va très vite. Parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois à peine, on disait une victoire du Front National serait possible. Un Front National très haut, très fort au deuxième tour, c'est envisageable. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il en sera la même chose différemment au moment des législatives ? Il faut quand même rester extrêmement ouvert et le débat politique, on voit qu'il a servi pendant la campagne.
Alors, Theresa May, elle doit s'exprimer à 11h, heure française, d'ici une demi-heure. Elle doit démissionner ou pas ? C'est certainement pas à moi de le dire, mais c'est clair que si on voit... Dans des logiques électorales... La logique électorale, normalement. si on voit ce qu'avait fait David Cameron, il n'avait pas tardé, dès qu'il avait perdu le référendum, il avait démissionné aussitôt. Là, la première déclaration de Theresa May, c'était plutôt qu'elle voulait continuer à gouverner. Je pense que l'intérêt des conservateurs, des Tories, ce serait essayer de faire en sorte qu'elle puisse se maintenir pour éventuellement changer de leader en cours de route, parce que la vérité, c'est que je serais bien incapable de vous dire qui remplacerait parmi les Tories, parmi les conservateurs, qui remplacerait Theresa May. Donc voilà, parce que malgré tout, ça reste le premier parti. Donc normalement, la logique fait que c'est les conservateurs qui devraient gouverner. Mais moi, je voudrais souligner à quel point c'est plaisant de savoir, dans une élection parlementaire, que la question de qui gouverne, qui est Premier ministre, est directement liée au suffrage des citoyens. Voilà, là-bas, c'est une monarchie parlementaire, et ici, nous avons une monarchie présidentielle. Nous, on va voter dimanche et dimanche suivant, et quand bien même il y aurait une majorité insoumise ou insoumis et alliés, on va dire, pour qu'il soit plus forte qu'En Marche, admettons que cette hypothèse advienne, on n'aurait finalement pas d'autre choix que de prier le monarque, le jeune roi, de bien vouloir prendre en compte le suffrage. Mais ce n'est pas prévu dans nos institutions. C'est ça qui est fou. Au Royaume-Uni, il vient d'avoir une élection générale. On appelle ça les élections générales. Voilà, le peuple décide et au final, c'est un régime parlementaire. C'est quand même que le président nomme dans la majorité sortante. C'est pour ça qu'on a eu des cohabitations par le passé. C'est qu'on avait un président d'un bord politique qui était quand même confronté à une majorité parlementaire. Vous êtes d'accord qu'il fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, là, dans notre cas, le fait d'avoir pris Édouard Philippe, c'est-à-dire un homme absolument inconnu des marcheurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'a même pas fait la campagne d'Emmanuel Macron, qui n'était pas identifié par les Français comme étant quelqu'un qui portait cette politique d'Emmanuel Macron. Il le prend plouf-plouf comme ça. Ça, c'est du fait du prince. Et ça, en Angleterre, on peut voir aussi que c'est un renouvellement de la classe politique. Dans le mauvais sens. Vous en parliez. On va essayer de tirer justement tout ça un peu vers nous, la France, et essayer de voir quelles sont les conséquences aussi de ces élections pour la France, et notamment, je pense bien sûr, au Brexit. On écoute ce qu'en pense Édouard Philippe, on en parle juste après. Quel que soit le gouvernement qui sort des urnes, ce sera l'interlocuteur légitime du gouvernement français, et nous discuterons avec les Britanniques, dans le cadre européen, des conditions du Brexit. J'ai jamais eu le sentiment qu'elle serait simple. Donc je ne sais pas si elle se complique, mais de toute façon, ce sont des discussions qui seront longues et qui seront complexes. Donc ne nous racontons pas d'histoire. Ce sera long et ce sera compliqué. Donc ce sera long et complexe, ça ne va pas simplifier les choses finalement. On pense aux conséquences et aux conditions sur le Brexit. On entend que ce sera peut-être un Brexit moins dur, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Est-ce qu'on sait quelque chose derrière ça ? C'est compliqué, il faudra voir tout le détail des négociations qui devraient commencer le 19, mais bon, ça pourrait être reporté vu les circonstances actuelles. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le couple franco-allemand, parce qu'ils vont se retrouver face, si Theresa May reste au pouvoir, à une première ministre affaiblie, qui ne pourra pas mener sa barque avec un coup de menton et avec ce côté hard Brexit. Je dirais que ça montre aussi l'exemple à tous ceux qui auraient été tentés, des pays qui auraient pu être tentés par une sortie de l'Union européenne. Vous voyez, lorsque vous commencez à mettre un doigt dans l'engrenage d'une sortie de l'Union européenne, comment c'est compliqué, le chaos que ça crée. Et c'est un petit peu la démonstration qui vient d'être faite aujourd'hui avec cette incertitude politique qui plane sur la politique britannique, sur la vie économique britannique et sur bien d'autres choses. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau référendum sur le Brexit ou pas ? Actuellement, les contacts que j'ai en Grande-Bretagne, il n'y a pas un fort appétit, même parmi les 48% qui ont voté pour le Remain, pour rester. Il y a une sorte de lassitude, de fatigue électorale qu'on retrouve peut-être aussi en France. C'est-à-dire que cette idée qu'on est en élection permanente, référendum, puis ensuite élection anticipée, parce qu'on parle aussi d'une possible nouvelle élection générale en Grande-Bretagne. Je pense que là, mais peut-être je peux me tromper, les contacts que j'ai, je dis non, il n'y a pas un fort sentiment, il y a juste peut-être une volonté d'avoir un Brexit qui sera moins dur, qui sera peut-être plus souple. C'est une bonne nouvelle pour le couple franco-allemand, s'il disait... je ne sais pas bien, parce que s'agissant du couple franco-allemand, aujourd'hui, le gouvernement français, il est sur des positions très conformes à ce que propose l'Union européenne de façon générale, la concurrence libre et non faussée, une place dominante pour la finance. Bon, donc ça a été rejeté par les Britanniques lors du Frexit. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup dit
lors du Frexit que c'était un Frexit essentiellement xénophobe, c'est-à-dire porté par Nigel Farage, avec une campagne portée sur la question des droits sociaux qui serait voilà, pour les non-britanniques. Vous parlez du Brexit, hein, du Brexit. c'est celui d'Asselineau. Oui, pardon. Ça c'est dire, mais ça c'est criminel. Je voulais dire Brexit, pardonnez-moi. Donc à cette époque-là, voilà, on a compris le Brexit d'une certaine façon, et alors que, par exemple, dans une circonscription très ouvrière comme celle de Jeremy Corbyn, le Brexit était arrivé largement en tête. Donc, je considère que là, ce que vient de réaliser Jeremy Corbyn, c'est intéressant parce qu'il a réussi visiblement à ramener vers lui, y compris l'électorat, pour le Brexit, mais en le teintant nécessairement d'autres considérations qui ne sont pas des considérations xénophobes, qui sont des considérations de droits sociaux, d'harmonisation fiscale, etc. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on revient à une discussion sur l'Europe davantage semblable à ce qui a lieu sur le continent, en tout cas en France, où il y a les partisans du non, mais un non, on va dire, social, environnemental, démocratique, et un non xénophobe et de l'extrême droite qui existe partout en Europe, en effet. Alors, Adrien, oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, simplement sur la question de la majorité, le vote populaire. Finalement, on voit que les Britanniques s'expriment d'une manière inattendue à travers les précédents scrutins. Finalement, l'idée préconçue qu'on pouvait avoir sur ce qu'ils voulaient est un peu corrigée par ce que l'on voit aujourd'hui, mais ça crée une difficulté à double titre. La difficulté du message. Quelle est la politique qui doit être menée en Grande-Bretagne? Par quel gouvernement? Et c'est aussi pour ça qu'en France, Emmanuel Macron et Édouard Philippe appellent à avoir une très large majorité derrière eux, en se disant que si justement ils venaient à une problématique de majorité relative, ça deviendrait extrêmement difficile de mettre en place leur politique. Et c'est en ça aussi que ça rejoint la question que vous posiez sur le couple franco-allemand. C'est-à-dire qu'avec un message qui est trouble, il y a une question, c'est Theresa May est affaiblie en face ou les Britanniques sont affaiblis en face. Mais finalement, c'est pas forcément plus simple de négocier parce qu'on a un partenaire moins fort, mais moins clair aussi, moins unidirectionnel dans ses aspirations. Et ça peut rendre la négociation plus difficile parce qu'on peut se retrouver sur différents sujets à devoir mettre les curseurs à différents endroits et c'est pas forcément plus aisé à mettre en œuvre. Alors ça, c'était pour le Royaume-Uni. Vous avez parlé justement de scrutin inattendu, de cette majorité absolue que souhaite la République en marche, justement, les législatives. On peut dire quand même que, en tout cas, si on regarde les derniers sondages, la dynamique, en ce moment, elle est quand même clairement favorable à la République en marche pour les législatives en France, Adrien. C'est en tout cas l'espoir, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion et c'est ce que disent beaucoup des candidats qui font campagne pour les autres partis. Raquel Garrido nous expliquera sûrement que pour la France insoumise, ça se passe bien, mais en vrai, quand on parle avec les socialistes, les républicains, on ne peut pas dire que le moral soit vraiment au beau fixe. Mais en réalité, la problématique pour eux, elle est différente parce que le PS, LR, c'est le voisin de droite, le voisin de gauche. Et en réalité, c'est ceux qui vont avoir du mal à trouver une place dans la future Assemblée. Ils veulent une opposition constructive, mais certains se revendiquent même de la majorité présidentielle. C'est extrêmement difficile pour eux, cette campagne. Donc il y a une problématique commune pour PS et LR et une autre problématique pour le Front National et la France insoumise. Mais effectivement, au milieu, le bloc, pour le moment, tout porte à croire que Emmanuel Macron va être conforté dans cette majorité. C'est en tout cas ce que lui veut. On va justement écouter ces élus de République en marche qui souhaitent une majorité absolue. On en reparle après. Les Français avaient une réponse simple à apporter à une question simple. La question, c'est stop ou encore. C'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'ils veulent une espèce de cohabitation ou des combinaisons entre partis après les élections législatives ou est-ce qu'ils veulent donner au président et au gouvernement une majorité stable et puissante? La décision qui est en train de se former parmi les Français, c'est celle de lui donner sa chance. Si on veut réaliser tout ce qu'on a annoncé aux Français ces derniers mois, il va falloir qu'on gagne ces législatives et qu'on les gagne bien. Et ce sondage, qui est une fourchette de différents sondages, donne République En Marche 30-33%, LRUDI 19, entre 19 et 20%, le Front National à 18%, la France Insoumise 12,5%, le Parti Socialiste 8%. Votre objectif, clairement, pour la France Insoumise, c'est un groupe à l'Assemblée, 15 députés minimum? Mon objectif, c'est d'avoir des centaines et des centaines de candidats insoumis au deuxième tour. Je rappelle que c'est une élection à 2 tours. Et dimanche, on va voir qui sont les personnes qui passent au deuxième tour. Et moi, je fais le pari qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus de candidats insoumis que ce que vous l'annoncez sur les plateaux, parce qu'il y a clairement une dissonance entre ce que je vois sur le terrain, qui est en fait une énergie intacte des Insoumis, qui est un groupe militant qui a... La présidentielle, oui, vous le sentez? Oui, par exemple, j'étais jeudi soir au Mans en meeting, et au Mans comme ailleurs, donc on est dans la Sarthe quand même,
le meeting insoumis a été le plus nombreux de toute la campagne législative dans tout le département. Et c'est comme ça dans de très nombreux endroits. Les personnes qui ont voté Mélenchon, elles l'ont fait pour un programme, l'avenir en commun, pour des idées bien construites, la 6e République, le droit de révoquer les élus entre les élections, la transition écologique, les droits sociaux. Et ils ne sont pas, à mon avis, aveuglés par une espèce de buzz macromaniaque. C'est pas logique. Donc ces gens-là, ils sont là, ils sont présents et ils comptent bien disent vouloir de la cohérence, des députés qui les représentent. Il y a beaucoup de Français qui disent vouloir finalement aussi de la cohérence en votant pour Emmanuel Macron et se dire, bon, voilà, les premiers pas ont été finalement assez réussi. Alors, est-ce que c'est en effet cet état de grâce peut-être du début? Ce Français imaginaire dont vous parlez, moi, je ne l'ai pas croisé sur le terrain. Moi, je ne l'ai pas croisé. Non, mais je vous le dis, je n'ai pas croisé sur le terrain. Ce que je croise sur le terrain, notamment... J'entends des choses, donc j'essaye de remonter. Quand on va sur les marchés, tout le monde dit ça. Non, tous les électeurs répètent ça. Il y a une force des institutions qui font que les gens veulent une stabilité institutionnelle. Il est où votre marché où tout le monde dit ça? J'en ai fait plusieurs, mais écoutez, à la fois à Paris, en Bretagne... En tout cas, il y a beaucoup de Français. Écoutez, il y a une dynamique quand même, vous la ressentez, cette dynamique. Vos adversaires principaux aujourd'hui sur les marchés, c'est... Pardonnez-moi, il y a une logique de la monarchie présidentielle qui est une inertie institutionnelle où l'idée c'est de se regrouper autour du monarque et si possible avec l'aide des médias et des sondages. Moi je vous dis juste que cette semaine en particulier, pardonnez-moi, quelque chose qui aurait dû être vraiment mis sur la table avant, si on était dans un cadre démocratique plus sain, qui est la question du contenu de la réforme sur le Code du travail, a été mis sur la table. Et ça, pardonnez-moi, mais les Français n'ont pas envie de gagner moins dans la vie. Dans l'opinion publique, on a l'impression que ça prend pas des masses. Ne me parlez pas d'opinion publique. Arrêtez. Même quand on pose la question aux gens, on n'a pas l'impression que finalement, ça prend tant que ça dans l'opinion. Posez la question. Ça dépend dans quel terme vous posez la question. Voilà, 50% des Français gagnent moins de 1 800 € par mois. C'est le salaire médian. Si la question que vous posez, c'est avez-vous envie d'avoir le droit au niveau de l'entreprise de baisser vous-même votre salaire, je vous garantis que la réponse, elle est non. D'accord ? Or, c'est ça la question qui est posée. La vraie question qui est posée, elle est celle-ci. Vous avez le Premier ministre et la ministre du Travail qui ont fait une conférence de presse où ils ont confirmé que l'objectif était d'élargir de façon sans limite le domaine des sujets où on pouvait déroger au niveau de l'entreprise à ce qu'il y a dans la convention collective et dans la loi. Et ça, les sous-titres, il faut les donner. Ça veut dire qu'effectivement, les grilles de salaire qui se trouvent dans les conventions collectives, on va pouvoir y déroger au niveau de l'entreprise. Peut-être même le SMIC. Voilà, donc ça veut dire que ces gens-là, ils pensent qu'on gagne trop d'argent. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, si vous posez cette question-là aux Français, je vous garantis qu'ils ne vont pas être derrière Macron en disant « Oui, monseigneur, enlève-moi mon salaire parce que je gagne trop. Hein. » La vie, elle est bien difficile. Ils veulent un emploi, ils veulent un marché du travail qui soit un peu plus fluide, qui permette qu'il n'y ait pas ce chômage de masse. Je pense qu'il y a quand même une aspiration, et je pense que c'est le sens de la victoire qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'Emmanuel Macron, qui risque d'être confirmée à l'occasion des élections législatives. Vous parlez de la 6e République, mais cette idée n'imprime pas l'idée de la 6e République. Je pense qu'au contraire, les gens sont très attachés à une stabilité institutionnelle et ils ne veulent pas une situation comme on la voit actuellement en Grande-Bretagne. Vous vous trompez totalement là-dessus parce que si c'était vrai, l'éthique en politique n'aurait pas été un sujet. L'éthique en politique et le contrôle citoyen, qui est la seule réponse au comportement peu vertueux des politiques, est un sujet central dans la vie politique française. Le problème, c'est qu'il y a répondu tout de suite, notamment avec la loi sur la moralisation. Mais qui ne répond en rien à l'affaire Richard Ferrand. En quoi, dites-moi, en quoi la loi de la moralisation... Sur les conflits d'intérêts, notamment. Ça pointe sur les conflits d'intérêts. Là, on n'est pas sur la Ferrand. En quoi? Mais expliquez-moi. Sur ces conflits d'intérêts, notamment de mener et d'être à la tête des mutuelles de Bretagne et ensuite sur le favoritisme et sur les conflits d'intérêts. Eh ben non, parce que ça s'applique à seulement les députés. Je rappelle que Richard Ferrand, à l'époque, n'était pas député. Oui, mais le problème, c'est que pour les gens... Vous êtes d'accord que ça ne répond pas à l'affaire Richard Ferrand? Concrètement. À l'affaire Richard Ferrand, après on verra aussi les résultats. Le problème, c'est qu'il n'est pas... ou c'est non. Oui, mais il n'y a pas de mise en examen. Il n'est pas accusé de quelque chose pour l'instant, Richard Ferrand. Là, vous changez le sujet. Mais bien sûr que non. La question de la loi de la moralisation ne répond pas à l'affaire Ferrand. On ne sait pas les faits qualifiés de Richard Ferrand. Pour l'instant, il n'y a pas de mise en examen. Si, il y a des faits, pardonnez-moi. Là, vous me parlez de justice et là, c'est pas une avocate que vous allez expliquer la vie. En matière de hors judiciaire, ce qui a été fait... Sur la loi sur la moralisation, les gens, ce qu'ils attendent là, c'est pas de savoir, excusez-moi, mais c'est vous souvent qui le dites notamment, de prendre des points, les Richard Ferrand, les gens, ils veulent pas de cette affaire-là entendre de ça. Ce qu'ils veulent, c'est les réponses tout de suite. Les réponses,
En tout cas, Emmanuel Macron... ne sont pas donnés, c'est ce que je vous dis. Alors, pour certains, en tout cas, excusez-moi, mais pour les gens, moi aussi, que j'écoute et que j'ai autour de moi, il y a cette réponse-là. Non, mais en tout cas, pour l'instant. Franchement, vous êtes quand même incroyable à vous faire tous le porte-parole des Macron. Là, c'est un constat. Vous êtes incroyable. Vous seriez au pouvoir, vous auriez fait des lois qu'on aurait aussi analysées. Je vous demande au moins un peu de loyauté dans la discussion avec moi. Vous m'avez dit la loi de moralisation, parce que vous m'avez dit que la loi de moralisation, elle répond à la situation Richard Ferrand. Je vous dis que c'est faux et vous n'admettez pas que vous avez tort. Parce que moi, pour moi, j'ai pas faux. Donc en attendant, on va pas faire le débat. Oui, mais attendez, le débat n'est pas la dissonance parce qu'il n'y a pas de mise en examen pour l'instant, il n'y a pas de fait. Donc on va pas parler d'une affaire judiciaire et de juger. La loi de moralisation, c'est pas une affaire de justice. Mais bien sûr que si, puisque c'est répondre à des faits judiciaires. Mais non. Donc, et justement, les anticiper pour pas qu'il y en ait en face. En tout cas, il y a eu cette loi de la moralisation, vous pouvez pas le nier. C'est-à-dire qu'il y a eu une demande des Français et qu'il y a une réponse. Ça, c'est ce que je dis, moi. C'est que l'éthique, c'est une demande des Français. Et c'est une victoire culturelle que nous avons menée pour la 6e République. Pour la loi travail. En attendant, sur l'opinion, peut-être que vous prenez certains petits points concrets et que certains citoyens, en effet, sont... Mais là, en attendant, il y a aussi une réponse, une action du gouvernement. Et derrière, il y a quand même une dynamique. Vous pouvez quand même pas le contredire, ça, qu'on voit bien qu'il y a une dynamique. Vos adversaires sur le terrain, sur les marchés, c'est qui aujourd'hui? C'est plus le Front National. Oui, mais qui sait que... Là, justement, vous décortiquez et vous analysez et vous critiquez les points d'une loi de qui? De la majorité du gouvernement. Voilà. Donc vos adversaires aujourd'hui principaux sur le terrain sont bien des candidats d'En Marche. Oui. C'est ça que vous pointez. On ne les voit pas beaucoup sur le terrain, mais oui, bien sûr. Donc voilà, mais je ne nie pas. Attendez, je ne nie pas pourquoi ? Parce que cette dynamique est derrière En Marche. Vous qui vous bien sûr que non. Non, je vous ai posé des questions, vous essayez d'en poser aussi, mais je vous réponds. Donc justement, allez-y, répondez-moi. C'est donc bien qu'il y ait une dynamique derrière, c'est ça que je veux vous dire. C'est bon ? Vous avez fait votre pub ? Non, j'ai pas fait la pub. Arrêtez. C'est que je suis en train de. C'est un constat. Non, vous n'avez pas fini de faire votre pub. Alors vas-y. Non, mais je vous ai posé une question. Donc arrêtez d'imaginer que tous les journalistes sont les porte-parole d'Emmanuel Macron. Ah mais là, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Je pense que dans notre métier. Alors attendez, vous venez au renfort. C'est un gouvernement. Je trouve que juste vos propos, enfin vos insinuations, elles sont pas très dignes. Ah non, je n'insinue rien du tout. Sur quoi aujourd'hui, c'est sur la loi travail. Dites-moi justement, je vous pose une question. J'en parlais de la loi travail et vous me dites c'est une petite affaire très concrète. Bah si, c'est quand même très concret. Vous prenez des points concrets, donc là maintenant je vous dis en effet c'est ça. Alors, peut-on les prendre ces points concrets? Est-ce qu'on peut les prendre? Votre campagne, les salaires. Sur quoi? Non, mais attendez. Moi, je mène campagne sur un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui est celui que nous avons porté à la présidentielle. Ce programme, il génère un plan de création d'emplois chiffré, 3 millions de postes de travail, avec la relance de l'activité à travers la transition énergétique, la relocalisation de l'agriculture, le fait de mieux loger tout le monde. Il y a l'économie de la mer. Enfin bref, il y a des grands champs où on génère du boulot. De l'autre côté, vous avez un gouvernement qui ne vous dit pas où on va partir pour qu'il y ait des boulots pour les gens. Il vous dit juste, le Code du travail, il pèse 2,5 kilos et il a 2500 pages, donc il faut le réduire. Entre parenthèses, le Code de procédure pénale, il a 3500 pages et pèse 3,5 kg, mais celui-là, évidemment, personne ne veut jamais l'amaigrir. Donc vous avez des gens qui n'ont rien à dire sur la création d'emplois, si ce n'est il faut qu'on baisse les conditions de travail pour réduire le coût du travail. Et cette méthode, qui est une vieille recette, certes menée par un jeune et charmant président, est néanmoins une recette qui a échoué et qui a échoué partout. Parce que si vous baissez les salaires des Français, vous enlevez pour les petits patrons français, les artisans, pour ceux qui ont besoin d'une clientèle avec un pouvoir d'achat, énormément de clientèle. En France, nous vivons, pardonnez-moi, il n'y a qu'une certaine partie de l'économie française qui est basée sur l'import-export, etc., et qui va chercher la clientèle ailleurs. Une grande partie de ce que vous faites, vous, au quotidien, comme consommatrice, votre coiffeur, votre taxi, les choses que vous, au quotidien, les services que vous achetez, vous ne pouvez pas aller les acheter à Shanghai. Bon, si vous n'avez plus de pouvoir d'achat pour le faire, vous allez faire des arbitrages et vous allez consommer moins. Donc c'est très dangereux pour l'économie française ce que propose Emmanuel Macron, en plus d'être profondément injuste. Parce que le pays est très riche et il y en a qui se gavent. Il y en a qui se gavent, tandis que les autres, on leur explique qu'il faut qu'ils gagnent moins. Et ça aussi, c'est une question éthique. Et je pense que c'est une question éthique, par exemple, le fait d'avoir des candidats En Marche qui se présentent actuellement aux élections en disant « Je ne vais pas faire mon travail parce que je vais déléguer mon travail à l'exécutif ».
Alors, ils disent pas, pendant ce temps-là, je vais pas facturer mes indemnités d'élus. Hein. Ah, ils vont les prendre, les indemnités, les 6 000. Ils vont les prendre, ces candidats. C'est une interrogation légitime, savoir est-ce qu'on va pas se trouver avec une majorité tellement énorme qu'on va avoir ce qu'on a appelé du temps du général, une majorité de godilles. Je trouve que c'est une interrogation légitime. On se demande quelle partie de l'opposition, finalement, va-t-il y avoir? Est-ce qu'il va y en avoir un, surtout, Adrien? Alors, évidemment, là, dans les enquêtes d'opinion, je reprends quand même ces sondages et ces tendances, j'ai pas dit que c'était des affirmations, on voit que c'est plutôt les LR et UDI qui seraient plutôt, on va dire, en tête pour être le parti de l'opposition. Mais clairement, chez eux aussi, on connaît les fractures internes. Mais bien sûr, parce qu'il faudra voir s'il y a un seul groupe ou pas, parce qu'on sait qu'il y a des députés qui, dans cette campagne-là, enfin des candidats qui aspirent à devenir députés, qui ont montré certaines faveurs vis-à-vis du projet d'Emmanuel Macron. On pense par exemple à Thierry Solaire, on sait que Nathalie Kosciusko-Morizet est sur une ligne politique qui n'est pas très éloignée. Alors, on ne sait pas bien sûr... Qui soutient Laurent Berger. On ne sait pas bien sûr si ces candidats-là, ils vont l'emporter dimanche. Mais on a une certitude, c'est que quel que soit le nombre de députés LR, il y en a qui seront dans l'opposition, il y en a qui seront dans l'accompagnement. Ils ne vont pas pouvoir forcément siéger dans un seul et même groupe. On va peut-être avoir une fracture, on va peut-être avoir des députés LR qui vont rejoindre En Marche. On va peut-être, si jamais il y a suffisamment de députés, avoir 2 groupes. On rappelle qu'il faut quand même 15 députés pour constituer un groupe à l'Assemblée nationale. La barre, elle est donc quand même assez haute. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'on n'aura plus, comme avant, une majorité, une opposition. On aura probablement une majorité des oppositions, en imaginant qu'En Marche est effectivement la majorité. Et ces oppositions-là, elles auront effectivement des postures extrêmement diverses, ce qui peut être une source de facilitation pour le gouvernement, mais ce qui peut poser d'autres problèmes, c'est qu'à l'intérieur de cet immense groupe En Marche, s'il est confirmé dimanche, et dimanche prochain, il y a effectivement des différences de sensibilité, parce qu'on est effectivement sur un corps qui s'est constitué ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui n'a pas encore expérimenté l'exercice du pouvoir et la politique ensemble. Mais en même temps, c'est un casting qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire que tous ces candidats ont été choisis par ses équipes. Donc on se dit que normalement, il fait aussi en sorte pour que il n'y ait pas de frondeur et que ce soit quand même assez d'une seule voix. En effet, si vraiment il y a cette razzia, comme on peut dire, ça risque quand même d'être compliqué. On peut s'attendre qu'à l'intérieur du même groupe, il y ait des dissonances, on va dire. Oui, on peut dire, moi j'ai plutôt tendance à penser que dans la mesure où il y aura beaucoup de novices, beaucoup vont, sans mauvais jeu de mots, marcher au pas à l'Assemblée. Ce que je voudrais dire, qui n'a pas été mis tellement en avant, c'est quand même qu'il faut se souvenir, parce qu'on parle beaucoup de la peur du parti unique, de l'hégémonie, même s'il y a quelques semaines, on se posait la question, mais avec qui va-t-il gouverner? Aujourd'hui, il y aurait peut-être un trop-plein, mais il faut quand même aussi se dire qu'au-delà du Palais Bourbon, au-delà de l'Assemblée nationale, 0 élu au Sénat, 0 élu dans les conseils municipaux, conseils départementaux et conseils régionaux. Donc on n'est pas dans une configuration où on aurait un État en marche, comme à l'époque on parlait d'un État RPR, et du coup il y aura quand même des contre-pouvoirs. Est-ce que vous sentez que... Est-ce que vous sentez quand même que là, justement, on parle de cette recomposition du paysage politique, vous incarniez, et Jean-Luc Mélenchon en effet incarné un anti-système ou un autre système, mais finalement c'est Emmanuel Macron qui l'a quand même emporté, et une certaine aussi recomposition du paysage politique qu'il est quand même aussi en train d'entraîner. Emmanuel Macron, c'est clair qu'il recompose une grande partie du paysage politique français parce qu'il a fait quelque chose que personne n'avait réalisé avant, qui est une réunification de l'oligarchie, en fait. Parce que l'oligarchie, elle était un peu dans la social-démocratie, un peu chez les Républicains et un peu dans les très hautes fonctions publiques et dans les banques, donc dans la finance. Civile, ces gens, ce sont des lobbyistes, ce sont des personnes qui défendent les intérêts de l'oligarchie. Donc ils se réunifient dans un courant qui est homogène. Donc face à cela, effectivement, la France insoumise, c'est le seul mouvement nouveau, novateur, avec le grand parti de l'opposition. Ou de la majorité. L'élection a lieu dimanche. Voilà, l'élection a lieu dimanche et c'est les Français qui votent, pas les journalistes. Merci Raquel Garrido. Merci. Ah bah quand même, je suis citoyenne, oui, je vous rappelle. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. Tout de suite, Arlette Chabot reçoit Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts.